Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous entendrons le président de l'association Simon de Sirène après la visite du Premier ministre Édouard Philippe dimanche dernier dans l'une des maisons de l'association à Rungis. Et puis l'ouverture d'un nouveau centre d'écoute pour les familles à Paris. Il s'appelle la maison Louis et Zélie Martin. Nous retrouverons également Inès et Étienne un an après leur départ sur les pas de Mère Teresa. Dans notre dossier, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, nous partagera son analyse après l'attentat qui a touché la ville de Manchester lundi soir. Bonsoir Gérard, à tout à l'heure. Bonsoir Louis. Et pour débuter cette édition, la réaction du diocèse de Lyon après la nouvelle action judiciaire contre le cardinal Philippe Barbarin et 6 de ses collaborateurs. Il s'agit d'une citation directe à comparaître devant le tribunal voulue par des membres de l'association La Parole Libérée pour les motifs suivants: non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et non-assistance à personne en péril. Dans un communiqué, le diocèse de Lyon rappelle la décision de non-lieu sur cette affaire prise par le procureur de la République de Lyon le 1er août 2016. Si le diocèse comprend le désir de justice des victimes du père Prénat, peut-on lire dans le communiqué, il ne peut que déplorer un acharnement qui se trompe de cible et qui disperse les énergies inutilement au regard de l'objectif commun, la lutte contre la pédophilie. Le cardinal Barbarin veut redire à chacun sa disponibilité, son désir de rencontrer les victimes qui le souhaitent et à sa détermination à lutter avec toute la société française contre ce fléau, conclut le communiqué. L'association Simon de Sirène invite ceux qui veulent donner un sens à leur travail à les rejoindre. Présente dans toute la France, elle a été mise sous les feux des projecteurs dimanche dernier avec la visite du Premier ministre Édouard Philippe et la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Ils ont rencontré les habitants d'une maison à Rungis où vivent ensemble des adultes handicapés et valides. Un modèle et un exemple à suivre pour davantage d'intégration des personnes en situation de handicap, a souligné le Premier ministre. Pour continuer et développer sa mission, l'association Simon de Sirène a besoin de monde. On écoute son président, Laurent de Cherizet. Il est venu découvrir cette réalité très douloureuse des 40 000 personnes qui sont gardées en vie chaque année après un accident de la vie très grave et qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus assurer leur charge familiale. Et là se pose la douloureuse question du sens de la vie. Et le Simon de Sirène, c'est né de cette question-là, de familles, dont la mienne, qui se sont posé la question: quel est le sens de ma vie quand je ne peux plus être efficace et rentable? Et la réponse, c'est que profondément, notre vocation profonde, c'est d'être en relation avec l'autre, et on crée de la vie quand on est en relation avec l'autre. Et la personne fragile, eh bien en fait, elle nous invite à ne pas avoir peur de l'autre, parce qu'elle nous dit j'ai besoin de toi, et elle me permet de dépasser ma peur de moi pour rentrer dans cette relation féconde. Donc elle a quelque chose en fait d'assez prophétique, cette personne fragile. Et nos maisons, c'est des lieux qui sont construits avec ces personnes et avec des jeunes qui sont volontaires service civique, qui viennent passer un an, ou avec des jeunes salariés qui viennent aussi, qui vivent sur place et qui partagent cette vie fraternelle, qui crée une espèce de projet de société auquel on aspire tous finalement, ce projet de fraternité qui nous fait du bien. Les personnes handicapées et les personnes valides disent « ça me fait du bien ». Et effectivement, c'est dans ces maisons qu'on recrute actuellement une trentaine de personnes, soit des gens qui veulent venir comme salariés, qui veulent venir vivre cette expérience humaine, un projet qui a énormément de sens, qui engage tout son être, et aussi des jeunes volontaires service civique. Et évidemment, les besoins sont immenses, on ne prétend pas répondre à tous ces besoins, on prétend juste pouvoir dire « c'est possible ». À Lourdes, une fillette italienne de 6 ans a inexplicablement pu se passer d'appareil auditif lors d'un pèlerinage qu'elle effectuait le 11 mai. C'est ce qu'a relayé l'Union nationale italienne pour le transport des malades à Lourdes. La petite fille était atteinte d'une surdité profonde aux 2 oreilles depuis sa naissance. Elle devait porter des appareils acoustiques, mais le mercredi 10 mai, elle les a enlevés, indiquant à sa mère qu'elle n'en avait plus besoin. La mère a aussitôt conduit sa fille au bureau des constatations médicales de Lourdes. Les docteurs ont demandé toute la documentation antécédente. Ils ont proposé aussi de nouveaux examens audiométriques. Je n'oublierai pas ce que vous m'avez dit. Ce sont les derniers mots adressés par le président américain au pape François. Hier matin, pour la première fois, le Saint-Père a reçu en audience Donald Trump. Une rencontre décrite comme chaleureuse où les 2 hommes se sont entretenus pendant 29 minutes. Ils ont affiché des désirs communs de paix.
Donald Trump a ensuite rencontré le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, et Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. À l'issue, dans un communiqué, le Vatican s'est félicité pour l'engagement du président américain en faveur de la vie et de la liberté religieuse. En revanche, sur les questions de santé, d'éducation et sur l'assistance des migrants, le ton du communiqué est plus mesuré. Toujours à Rome, le père Vincent Siret a été nommé recteur du séminaire pontifical français par le cardinal Stella, préfet de la congrégation du clergé, une nomination à compter du 1er septembre prochain pour une durée de 5 ans renouvelable. Jusqu'à présent, le père Siret était supérieur du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. En Belgique, l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Joseph de Keyzel, a présenté la lettre pastorale des évêques de Belgique à Maurice Laetitia. Comment les idées et les impulsions de l'exhortation apostolique du pape sur le mariage et la famille peuvent être fécondes pour le pays ? C'est la question que les évêques belges se posent dans la lettre pastorale. 3 points sont abordés: la préparation au mariage, l'accompagnement des familles et les couples dont la relation est brisée. Et puis toujours pour la famille, un nouveau centre d'orientation a ouvert ses portes à Paris, la maison d'accueil Louis et Zélie Martin, située dans les locaux de l'église Saint-Ferdinand des Ternes. Ce lieu d'écoute veut accompagner toute personne, chrétienne ou non, qui cherche à sortir d'une situation difficile, couple en conflit, vie affective et sentimentale compliquée, ou encore femmes qui doivent faire face à une grossesse imprévue. Précision sur le fonctionnement de ce lieu dans notre reportage. L'accueil Louis et Zélie de Paris a ouvert ses portes dans sa Jean 23 de l'église Saint-Ferdinand des Ternes. Guillaume d'Alençon en est le directeur. Le but de ce centre, accompagner, écouter les situations difficiles vécues dans la famille, vécues dans la vie conjugale, dans les relations avec les enfants, dans la relation à la parentalité, la maternité, la grossesse, toutes les situations qui sont des freins à l'épanouissement et à l'accomplissement des personnes dans leur vie de tous les jours. Un accueil itinérant qui fonctionne sur le mode de rendez-vous pris sur le site internet. Ce centre fonctionne de manière tout à fait basique. Il est constitué d'accompagnateurs bénévoles formés et il se situe dans un espace qui est dévolu à cela juste le temps de l'accueil, c'est-à-dire ça peut être des salles paroissiales, ça peut être un bureau dans une école, ça peut être une salle associative. Le centre d'accueil parisien est ouvert à toute personne, chrétienne ou non, un véritable centre d'écoute et d'accompagnement missionnaire géré par l'intermédiaire de LIFE, l'Institut pour la famille en Europe. Le week-end dernier a notamment été marqué par le pardon de Saint-Yves à Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Dimanche, des milliers de personnes ont participé à la célébration présidée par Monseigneur James, évêque de Nantes. Dans son homélie, il a plaidé pour le sens de l'hospitalité et la quête de solutions aux conflits humains devant des avocats venus nombreux prier leur saint patron. À l'issue, ils ont quitté la cathédrale pour la procession du chef de Saint-Yves, une marche pour rejoindre Mini-Tréguier, ponctuée par de nombreux chants célébrant Saint-Yves, le réconciliateur. Et à Roubaix, c'est l'inauguration de la restauration de la chapelle Beaurepaire qui a rassemblé de nombreux fidèles. Elle doit son nom à l'importante ferme de Beaurepaire que la famille Delannoy occupa au XVIIIe et XIXe siècle. En 1812, cette chapelle fut érigée en l'honneur de Notre-Dame de Grâce. Après la guérison d'un des fils de la famille, la chapelle devint ainsi un lieu de dévotion des habitants de la région. C'est à l'association Chapelain & Co que l'on doit la restauration. Et puis à Paris, une réplique de la Vierge de Guadalupe a été installée et bénie dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Une offrande de l'ambassadeur du Mexique en France et de toute la communauté latino-américaine. La messe a rassemblé des centaines de fidèles de la communauté mexicaine en France. À l'issue, l'image a été portée en procession dans l'église jusqu'à la chapelle, à l'entrée, où elle est désormais visible. Après un an de tour du monde à la rencontre des missionnaires de la charité, Inès et Étienne sont rentrés il y a quelques jours. Souvenez-vous, il y a un an, nous les avions rencontrés peu avant leur départ sur les pas de Mère Teresa. Les tout jeunes mariés avaient alors remporté la bourse de l'aventure chrétienne qui récompense un projet au service des autres. Ils sont rentrés vendredi dernier. Notre caméra était là pour les accueillir.
Vendredi dernier, les missions étrangères de Paris célébraient une messe d'action de grâce pour Étienne et Inès, partis il y a 1 an sur les pas de Mère Teresa. Je crois que ça a beaucoup de sens de vivre cette Eucharistie, cette même Eucharistie qu'ils ont pu vivre à Calcutta, qu'ils ont pu vivre dans différentes parties du monde, en communion avec toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, tous les pauvres qu'ils ont servis. Rentré la semaine dernière, le jeune couple a dû rapidement se confronter à la vie française. C'est vrai que ça nous a fait vraiment bizarre de rentrer dans le métro, dans la morosité parisienne après tout ce qu'on a vu. Surtout, ce qu'on voulait, c'était rentrer en France après ce voyage pour, en France, continuer à aider les personnes dans le besoin, pour mettre en pratique tous les apprentissages qu'on a reçus pendant cette superbe année. Pour eux, ce voyage a été une véritable quête spirituelle qui les a conduits et préparés pour de nouvelles aventures. Pendant toute cette année, on s'est abandonné. On a dit au Seigneur, on te suit chaque mois de cette aventure, on te suivra et emmène-nous là où il y a besoin de nous. Et je pense que la véritable aventure, en fait, elle fait que commencer maintenant. Ce couple sort grandi et heureux de cette aventure et respecte ainsi la doctrine de Mère Teresa. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être meilleur et plus joyeux. Dimanche prochain a lieu la Journée mondiale des communications sociales. Depuis le Concile Vatican II, elle a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l'Église catholique. La communication par les médias, c'est justement le charisme d'une nouvelle communauté en Colombie, dans le diocèse de Cali. Les communicatrices eucharistiques du Seigneur, fondées en 2002, leur charisme est d'évangéliser en produisant des films, des vidéos, mais aussi des disques de chant. Et merci à la communauté de nous avoir fait parvenir ces vidéos. Il est temps de retrouver le Père Venard pour sa chronique. Il nous parle de l'engagement stratégique des chrétiens dans le champ politique. Chers amis, dans l'entre-deux tours, dans ma dernière chronique, nous parlions de tactique politicienne et une tactique dans laquelle les chrétiens, les catholiques étaient divisés. Je disais qu'il ne fallait pas y mettre plus que le nécessaire. Et je vous annonçais de parler un peu de stratégie. C'est normal de la part d'un aumônier militaire. Stratégie parce que nous avons un engagement beaucoup plus profond en tant que catholiques au service de notre pays et de la société. Cet engagement stratégique, c'est la reconquête des esprits. C'est de redonner à notre société un vrai sens, une vraie culture, de retrouver ces fondamentaux, ces racines chrétiennes auxquelles nous sommes si attachés. Alors, j'ai peur, d'autres l'ont dit mieux que moi, l'ont écrit, que les catholiques aient abandonné ce combat depuis des dizaines d'années, par peur, peut-être parce qu'ils se sont tournés vers d'autres biens, peut-être trop les biens terrestres. Tout est perdu, sauf la fortune, sauf la cassette, disaient les immigrés à l'époque de la Révolution française. Alors, nous avons à nous réinvestir dans ce champ de la politique noble, c'est-à-dire de redonner à nos contemporains, à nos compatriotes, le vrai sens de notre engagement, de ce qu'est notre pays. Alors, engageons-nous dans le monde de la culture, engageons-nous dans le monde du journalisme, engageons-nous dans le monde de l'éducation, autant de domaines de ce qu'on appelle les métiers de tradition que peut-être trop souvent, comme catholiques, nous avons abandonnés. Oui, il y a là un vrai combat, allons-y, apportons à la société ce dont elle a le plus besoin, de la culture, de la civilisation. C'est le rôle de l'Église aussi. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence avec France catholique. Cette semaine, dans votre éditorial, Gérard, vous vous intéressez aux 50 ans du renouveau charismatique.
Oui, évidemment, parce qu'il va y avoir un grand rassemblement autour du Saint-Père pour la Pentecôte, tout à fait significative pour le renouveau charismatique. Il y a 50 ans, en effet, l'esprit charismatique se répandait sur l'Église catholique comme une vague qui a marqué en fait tout le monde. On ne prie plus exactement aujourd'hui comme on priait avant. Alors, 50 ans, c'est intéressant, parce qu'il y a eu aussi des échecs, dont il faut tirer la leçon, mais il y a aussi une grande action de grâce. Merci Gérard. Les 50 ans du renouveau charismatique, on en parle aussi dans Famille chrétienne. Laurent Landette, à la tête de la communauté de l'Emmanuel, revient pour vous sur les dons et les défis du renouveau dans la vie de l'Église aujourd'hui. Et puis une analyse sur le nouveau gouvernement Macron avec cette nouvelle figure majeure qui suscite craintes et espoirs. On parle philo dans Pèlerin à l'occasion du festival Philosophia qui se tient depuis aujourd'hui en Gironde. Parce qu'elle stimule le débat, la philosophie encourage la vie en société, rappelle l'hebdomadaire. Et puis Pèlerin est parti à la rencontre des lecteurs catholiques dans l'Aisne, dans les Hautes-Alpes et le Puy-de-Dôme, afin de mieux saisir les raisons de leur vote à la présidentielle. La fête des mères, c'est dimanche, et elles sont déjà à l'honneur dans la vie, travail, éducation, maison, transmission de la foi. Elles devraient tout réussir, mais laissons-les souffler, conseille le docteur Catherine Dolto dans l'hebdomadaire La Vie cette semaine. Et puis Réforme propose un dossier sur les femmes engagées dans des postes à responsabilité au sein des églises. Elles sont pasteurs ou assurent des responsabilités dans des instances ecclésiales. Comment vivent-elles leur engagement ? Réponse dans l'hebdomadaire Protestant. Voilà quelques idées de lecture en ce week-end prolongé de l'Ascension. Tout de suite, c'est notre dossier. Lundi soir, Daesh a une nouvelle fois frappé. 22 personnes, dont des jeunes et des enfants, sont morts et une soixantaine ont été blessés par un kamikaze islamiste à la sortie d'un concert dans la ville anglaise de Manchester. Notre réponse sera d'écraser le terrorisme, non pas par la violence, mais par la puissance de l'amour, a déclaré Monseigneur David Walker, l'évêque anglican de Manchester. Gérard Leclerc, vous êtes donc éditorialiste à France Catholique. Peut-être une première réaction. Quelles sont les ressources du peuple britannique pour vous, justement pour écraser le terrorisme par la puissance de l'amour ? C'est une belle parole d'évêque. Et on n'attend pas autre chose d'un évêque. On n'attend pas un discours guerrier. Un évêque n'est pas un ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on n'attendrait pas de la part d'un ministre de l'Intérieur un tel discours. Ça scandaliserait, à mon sens. Chacun est dans son ordre et chaque ordre est nécessaire. C'est vrai que la nation anglaise, comme nous tous d'ailleurs, nous avons besoin de ressources spirituelles profondes. Et ça n'est pas à répandre des sentiments de haine, de ressentiment, etc., que nous allons résoudre le problème. Mais par ailleurs, les États sont en proie à une menace qui réclame des réponses adaptées en ce qui concerne le renseignement, en ce qui concerne les services de sécurité à mettre en place. Donc chacun doit être à sa place. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on vous entend sur cette antenne. Après un attentat, on en a connu déjà plusieurs. Ce nouvel attentat, qu'est-ce qu'il a suscité comme réflexion chez vous ? Plusieurs réflexions. D'abord, malheureusement, on n'est pas étonné. On a tout de suite pensé au Bataclan, évidemment, à ceci près qu'il y avait des enfants, en plus, cette fois-ci, dans cet immense théâtre de Manchester. Et puis, j'ai eu aussi une pensée, j'ai fait un éditorial d'ailleurs là-dessus, pour le traitement médiatique de l'affaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement médiatique ? Comment dirais-je, c'est difficile. Le problème est difficile parce que il y a à la fois une surenchère médiatique, notamment du côté des chaînes d'information continue, qui en remettent. On en a parlé pendant toute la journée, etc. On scrute l'attentat sous toutes ses faces, les phases de l'enquête, on diffuse les réactions de solidarité, etc. Et je me dis que ça, c'est nécessaire, on fait le job. Mais en même temps, je dirais que les terroristes sont tout à fait satisfaits. Parce qu'ils ont besoin de cette immense orchestration médiatique pour impressionner l'opinion. Donc l'affaire, elle est quand même à double tranchant.
Alors, je ne dis pas que les journalistes ne doivent pas faire leur travail, mais attention quand même de ne pas être, à contrario, les auxiliaires de l'ennemi. Justement, vous parliez de terroriser l'opinion. On entend des voix différentes sur le sujet suivant. Il y en a qui craignent pour la civilisation occidentale, la civilisation et la culture chrétienne. D'autres qui disent non, Daesh ne vaincra pas. Quel est votre sentiment sur cette question-là ? Moi, je suis partagé. Je suis partagé. Il y a 2 interlocuteurs là, qui ont eu un débat intéressant à ce propos récemment, Régis Debray et Alain Finkielkraut. Il se trouve que je connais très bien les deux hommes, je connais bien leurs pensées, etc. Régis Debray, d'un côté, il dit qu'il vient d'ailleurs de consacrer tout un ouvrage extrêmement intéressant, La civilisation américaine, la supériorité américaine. Il dit Daesh, l'islamisme ne peut pas combattre la civilisation américaine. Elle n'a pas les mêmes ressources techniques, industrielles, commerciales, même voire culturelles. Daesh est capable de créer du désordre, mais n'est pas capable de créer un ordre civilisationnel. C'est ce que dit Régis Debray. Et il dit aussi, il est normal qu'on ait des préoccupations eu égard au destin de l'islam, mais attention, il ne faut pas s'omnibuler sur ce danger. Et puis, il y en a d'autres, j'ai cité Alain Finkielkraut, qui sont en complet désaccord avec cette analyse, et ils disent à Régis Debray, ami Régis, il faudrait franchir la Seine, sortir du quartier latin, et aller voir ce qui se passe même dans Paris. On a appris ces jours derniers qu'il y avait un gros problème dans le quartier La Chapelle, à Paris. Où des femmes ne peuvent plus entrer et circuler, c'est cela ? Circuler librement dans la rue, elles sont insultées, etc. Il y a même je crois, le parc Louise de Marillac, où elles sont interdites, où on ne voit plus d'enfants, et elles se terrent chez elles. Alors c'est quand même un gros problème. Alors on répondra à ça, mais c'est des exemples limités. Non, c'est pas limité. Il y a tout ce qu'on appelle les quartiers interdits de la République, perdus de la République. Et le président Hollande a même avoué dans certains colloques avec les journalistes qu'il y avait toute une partie de la France, donc de ces quartiers, qui avaient fait sécession par rapport au pays, par rapport à l'ordre public, et que la police ne pouvait plus rentrer dans ces quartiers, que les pompiers, quand ils venaient, ils étaient caillassés, etc. Donc ça pose un gros problème. Alors est-ce qu'il faut aller jusqu'à la thèse du remplacement de population, etc. Je ne sais pas, évidemment. Ça ne touche pas l'ensemble du territoire, mais ça pose quand même un énorme problème. Et Finkielkraut dit, c'est peut-être pas l'islamisme qui va gagner, mais c'est la société française qui est en risque de désagrégation. On entendait justement le père Venard dans sa chronique nous parler de l'engagement stratégique des chrétiens dans le champ politique, et lui il disait les chrétiens, leur rôle c'est d'investir le champ culturel pour justement éducatif, même journalistique. Vous le rejoignez, c'est ça aussi, combattre Daesh, ça passe aussi par là pour une culture ? C'est ce que disait ce matin dans le Figaro Pascal Bruckner. Il disait que la réponse à Daesh n'était pas uniquement militaire, policière, etc. C'était une réponse culturelle. Ça, je le crois très profondément. Il s'agit de... Et là, c'est l'obsession de Finkielkraut aussi, c'est la continuité de la transmission d'une certaine culture qui se perd. Et dans certains lycées, on ne peut plus parler de certaines choses. Il y a un souci de transmission aujourd'hui, selon vous, dans notre société en France ? C'est un énorme débat que le nouveau ministre, d'ailleurs, d'él'Éducation nationale, me semble prendre en compte, plus que Madame Vallaud-Belkacem, qui l'a précédée. En tout cas, on va voir les décisions du nouveau gouvernement, mais on les attend dans ce domaine, parce que il peut y avoir des désaccords fonciers, mais tout le monde se retrouve sur l'idée que l'éducation nationale, c'est une cause fondamentale. Son avenir, son devenir, c'est fondamental pour l'avenir de nos sociétés, l'avenir, évidemment, de notre jeunesse. Est-ce que vous avez pu observer chez les Britanniques une différence justement par rapport à toutes ces questions-là ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir... on les connaît fort, donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir se relever ? Il y a une différence fondamentale entre le Britannique et nous, c'est qu'ils ont accepté le principe de la société multiculturelle, alors que nous avons une tradition intégratrice. Voire jacobine.
Or, eux, ils ont accepté, comment dirais-je, des quartiers différenciés, etc. Or, ce que dit Gilles Kepel, c'est que ça ne les a pas sauvegardés du terrorisme. Au contraire, ils ont pensé que cette tolérance à l'égard des cultures, enfin du maintien des cultures et de l'intégrité des communautés allait pouvoir les servir. Or, ça ne les sert pas du tout, parce qu'il s'est créé au sein d'un certain nombre de ces communautés, de ces groupes, vraiment des foyers d'infection. Et je ne sais pas comment ils vont en être maîtres. Merci beaucoup Gérard d'avoir partagé votre analyse sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end et excellente soirée sur KTO.